Qu'est-ce qui peut expliquer cette pression? Après le Mali, ils attaquent sauvagement le Niger. On doit s'attendre hein, à des attaques en encerclement au Burkina Faso. C'est prévu. Hein. Vous voyez très bien qu'il y a un commandement supérieur qui organise tout ça. Ok. Le Niger intéresse les impériaux terroristes pour au moins les 5 raisons tout suivantes. Moi, j'ai trouvé 5 raisons pour lesquelles le Niger les intéresse beaucoup. Bon, la première raison, c'est que le Niger est détenteur en quantité énorme d'un minerai rare, qui est la condition de la production de l'énergie nucléaire et qui est la condition de la reproduction des ogives nucléaires, donc des armes stratégiques de dissuasion de très haut niveau. Ce minerai précieux et rare, ce minerai qui, à lui tout seul, est une réserve d'énergie considérable, s'appelle l'uranium. Il n'a échappé à personne que le Niger a décidé de nationaliser son uranium. Parce que pendant plus de 60 ans, la France récupérait l'uranium nigérien gratuitement et le vendait à prix d'or. Elle s'est enrichie en vendant dans le marché international à prix d'or l'uranium nigérien, en polluant le Niger, en spoliant les Nigériens et les Nigériennes pendant 60 ans. Avec la complicité des dirigeants nigériens successifs, qui, de peur d'être renversés par des coups d'État ou des rébellions instrumentalisées par le néocolonialisme français, ont accepté de couvrir ce pillage. Le président Abdourahmane Tiani et ses compagnons ont décidé de rendre au peuple nigérien sa prospérité. S'il y a un pays qui doit être le plus éclairé au monde, c'est le continent africain en général et c'est le Niger en particulier. On ne peut pas avoir les réserves stratégiques de minerais nucléaires qu'a le Niger et être à plus de 70% dans les ténèbres. On attaque dans le Niger pour empêcher le Niger d'exploiter à son avantage le grand minerai stratégique qu'il a dans son sous-sol. Le grand minerai stratégique que le Niger a dans son sous-sol, c'est l'uranium. Et c'est grâce au Niger qu'à l'instant où je parle, la France est éclairée. Car les quantités d'uranium qui ont été prélevées par les groupes multinationaux d'État français, ces quantités n'ont jamais été déclarées. On a tout fait pour toujours placer le Niger 5e producteur mondial, 4e producteur mondial. C'est la France qui classait le Niger de cette façon. Or, les quantités d'uranium qu'elle a réellement extraites du sol nigérien n'ont jamais été réellement maîtrisées par les dirigeants nigériens avant le président Abdourahmane Tiani. Écrivez ça, Tilana Yomi. Tilana, en bas ça veut dire écrivez. Et vous notez, première raison, on attaque le Niger pour son uranium. C'est ce que j'ai dit. Ok, on continue. Il y a une deuxième raison pour laquelle on attaque le Niger. Est-ce que vous savez la deuxième raison pour laquelle on attaque le Niger? C'est que le Niger s'avère une réserve pétrolière et gazière énorme. Et ce qui fait mal aux impérialistes, c'est que le Niger se soit mis à faire rentrer du cash sur son gaz et son pétrole dans des quantités vertigineuses. J'ai toujours parlé d'un célébrissime chèque de près de 500 millions de dollars versé par la Chine au Niger pour exploiter son pétrole à Agadem et le faire sortir à Semekodji au Bénin. Toutes les emmerdes qu'on fait au Niger, c'est pour que le Niger ne vive pas de son pétrole. Parce que désormais, à la tête du Niger, il y a des dirigeants qui disent aux compagnies étrangères, payez. Payez bien. Payez comme on doit payer au regard de l'état réel du commerce international. Payez. Et quand vous payez, le président Tiani se tient à la télé et dit, ils ont payé 500 millions. Dans les 500 millions là, voilà ce que nous allons faire. Nous réduisons le prix des soins à l'hôpital. Nous réduisons le prix du carburant à la pompe. Nous construisons l'axe routier de telle région. Nous dotons notre armée de tel matériel. Nous finançons tel projet pour la jeunesse. Le président Tiani se lève, il dit ça. Et il le fait. Donc, la deuxième raison pour laquelle on s'attaque avec acharnement au Niger,
c'est que le Niger est devenu bancable. Le Niger est devenu bancable. En cash, gagné sur le marché mondial des matières premières. Ça, ce n'était pas prévu dans les plans néocolonialistes français, ni impérialistes occidentaux. Il fallait constamment maintenir le Niger comme un sous-marché du marché français. Un sous-marché du marché européen, du marché occidental. Eux, ils viennent, ils prennent, ils vendent pour nous et ils nous jettent les miettes. Le président Tchani et ses compagnons ont dit c'est fini. Abana peu peu. On vend nous-mêmes. Au prix du marché, au prix de la concurrence. Fiat justitia in Niger pereat mundus. Que la justice soit au Niger, dû pour cela le monde en périr. Dû pour cela le monde en périr. Est-ce que c'est bon? Vous êtes en train de noter les raisons. Ici, c'est l'école de la vérité, justice, solidarité. Hein. Je ne dis rien de faux. Hein. Si c'est faux, vous prouvez que c'est faux. Maintenant, on va à la troisième raison. La troisième raison pour laquelle on s'acharne contre le Niger. La troisième raison pour laquelle on s'acharne contre le Niger. C'est que le Niger a déjoué le pronostic de la suprématie occidentale sur son système politique, social et économique. La manière dont a été déposé Mohamed Bazoum, le junteur de Niamey qui a fait boum, a profondément humilié les services d'intelligence néocolonialistes français et impérialistes américains. Je m'explique. Mohamed Bazoum, c'était le plus grand gueulard, protégé par la France-Afrique et protégé par les impérialistes américains. C'est-à-dire que Bazoum avait une arrogance. Il avait une suffisance verbale et non verbale, tellurique. Wallahi billahi talai. Un type qui était sûr de lui, plus que Bazoum, en Afrique de l'Ouest. Même Ouattara n'était pas à ce niveau-là. Ouattara le mythomane. Ouattara le menteur spontané. Même Ouattara n'était pas au niveau d'arrogance. L'arrogance qu'avait atteint Bazoum et ses hommes de main, Abou Tarka, Hassoumi Massaoudou. Vous vous souvenez comment il parlait? Je n'avais jamais vu, de toute ma vie, un dirigeant africain qui se lève et dit que son armée ne vaut rien face aux terroristes. Qui se lève et dit que les terroristes sont ses alliés. Je n'avais jamais vu ça. J'ai vu ça chez Bazoum. C'est là où je me suis mis à l'appeler Zumba, Moubaz, Zaboum, Zubam. Et j'ai dit que lui, c'est le junteur de Niamey qui allait faire boum. Parce que, en fait, ce type-là était tellement sûr de la protection française. Il était tellement sûr de la protection américaine. Qu'il était plus gros que son boubou. Merde. C'est pas possible. Mohamed Bazoum. Ah! Mohamed Bazoum. Souvenez-vous de ces déclarations. Vous savez, les panafricanistes, ce sont des gens qui sont coupés de la réalité. Dans notre pays, le Niger, de toutes les façons, la France ne gagne rien au Niger. Au contraire, c'est elle qui nous aide. Les gens sont simplement ignorants, ils sont jaloux. Vous savez, les groupes terroristes, c'est un problème de pédagogie. Moi, je peux leur expliquer. Je leur explique, on se comprend. Non, il faut les libérer, c'est pas grave, ce sont nos propres enfants. Vous savez, les terroristes, ils sont plus aguerris que nos armées. Ils ont tout, hein. Ils sont vraiment, il vaut mieux qu'on négocie avec eux. Ah bon, voilà, le patriotisme frélaté du Mali, du Burkina, mais je leur ai expliqué que ça ne va pas tenir. Ils ne peuvent pas tenir 3 mois avec ça. Vous savez, d'un point de vue philosophique, moi, je suis quelqu'un qui aime dire la vérité aux gens là-bas. Je dis que si tu voulais attraper l'hypertension, il fallait écouter Bazoum. Si tu es comme ça et que tu t'ennuies un peu dans ta vie, il n'y a pas de problème. Tu branchais ton téléphone sur Bazoum, tu l'écoutes 2-3 minutes. Tu es fâché pour 3 jours. Le niveau de suffisance que le monsieur là avait atteint. Hey! C'est pas possible. Hey! Un président peut faire ça? Un président peut faire ça? Et vous avez vu comment il était arrivé au pouvoir, non? Il est arrivé au pouvoir par la fraude électorale de son patron, Mahamadou Issoufou, qui a exclu
tous les candidats de l'opposition qui pouvaient battre Bazoum. Paix à son âme, c'est le cas de Haman Amadou, qui a dû fuir le Niger sur une pirogue. Vous voyez comment les gens sont mauvais? Pour que Bazoum soit président, on a d'abord commencé par chasser tous ceux qui pouvaient le battre aux élections. Vous voyez la méthode que Ouattara utilise là? Mais Bazoum, il est arrivé au pouvoir grâce à ça. C'est ce que Mahamadou Issoufou a fait. Alors, moi, je ne comprends pas souvent certains de mes frères. Certes, Mahamadou Issoufou a mis de l'eau dans son vin, parce que, bon, il a lâché Bazoum. Mais au moment où Bazoum n'était plus tenable. Mais c'est lui qui a amené Bazoum là. Il faut être honnête. C'est lui qui l'a amené là, parce qu'il pensait qu'il allait continuer à le contrôler. Mieux, il n'y a pas que lui. Bazoum a été amené avec la bénédiction du pouvoir français. Souvenez-vous des commentaires que faisait celui qui était alors ministre des Affaires étrangères de la France à l'époque, Jean-Yves Le Drian. Comment il présentait Bazoum comme la consécration, la réalisation, l'incarnation, l'aboutissement absolu de la démocratie. Vous voyez comment leur démocratie est organisée? On chasse d'abord tous les opposants qui peuvent battre Bazoum aux élections. On les chasse. On les met en prison. On fabrique des accusations. On dit que Haman Amadou, père de famille, avec des enfants et des petits-enfants, on dit qu'il a volé un bébé. Oh! Homo! Hopalo! Astagfirullah. Haman Amadou va voler un enfant. C'est-à-dire que moi, quand j'ai vu l'accusation là, j'étais étonné de mon étonnement. Quelqu'un qui a plusieurs enfants, quelqu'un qui a déjà des petits-enfants, on organise une accusation au plan national pour dire que lui, il a volé un enfant. Ça vous rappelle pas quelque chose? L'affaire des masseuses de Dakar? Hein? Son co s'en va se faire masser là-bas. Sur quoi il s'est entendu avec la masseuse? On change ça, on dit qu'il a violé. Ouais, dis donc. Vous voyez comment leur démocratie dans la France-Afrique fonctionne? Zouléa, merci beaucoup Zouléa Mara. Vous voyez comment leur démocratie fonctionne dans la France-Afrique, mes amis? On exclut ceux qui peuvent gagner les élections d'abord, et on organise une pourri-élection, et on proclame le pourri élu. Le pourri élu. Hein? Des présidents pourri élus. Hein? La pourri élection. Le président pourri élu. Hein? Biya, c'est un président pourri élu. Ouattara, pourri élu. Hein? Oligui Nguema, pourri élu. Faure Gnassingbé, pourri élu. Les gens, lui, il exclut d'abord l'opposition, après il dit qu'il a gagné. Ouais! Comment tu peux même convaincre dans ta propre maison? Même si c'est ta propre femme qui t'aime beaucoup, tu lui dis, chérie, j'ai gagné les élections. Elle-même doit te dire que non, chérie, il n'y avait pas élection, non. Tu étais le seul candidat. Hein, Dominique? Oui, Chou. T'as gagné contre Kakabé. Chou, faut quand même pas le revendiquer publiquement. Hein. Chou, tu peux pas revendiquer publiquement une victoire face à Kakabé. Hein. Mais, Dominique, j'ai quand même gagné. Hein. Si tu vois les mollets de Kakabé, comment c'était dressé contre moi, c'était pas facile de battre ce petit-là. Chou, s'il te plaît, un peu de respect pour toi-même, Kakabé, c'est ta propre créature. Franchement, ces gars-là, ils peuvent même pas convaincre leur propre femme dans la maison qu'ils ont gagné les élections. Parce qu'ils n'organisent pas d'élections. Donc, la troisième raison pour laquelle on s'acharne contre le Niger, c'est parce que celui qui passait pour le mieux protégé des suppôts sahéliens, de la France-Afrique et de l'impérialisme américain, il a été cueilli sans bruit. Sans bruit. En fait, tout se passe comme si le monsieur là, attendez, il faut que je trouve un fil. Le monsieur là, en fait, voilà, le monsieur là, Bazoum était président. Il était président par branchement. C'est-à-dire que Issoufou et les néocolonialistes français l'avaient branché sur le fauteuil présidentiel. Mais le fauteuil là, il reposait essentiellement, bien sûr, sur les forces de défense et de sécurité. Il était branché dessus. Tant que les forces de défense et de sécurité le considéraient quand même comme président, il était président. Qu'ont fait le président Tchani et ses compagnons du CNSP, ils ont juste débranché. Ils l'ont débranché du contrôle du commandement militaire. Et tout d'un coup, Bazoum est redevenu juste un philosophe. Il est redevenu juste un philosophe, quelqu'un qui a fait des études de philo. Il est redevenu
un cadre qui peut bavarder. Bazoum est devenu un homme à la parole sans efficacité. La parole de Bazoum n'était pas différente de celle d'un client chez Aboki qui vient demander une assiette de spaghettis sauce tomate à la viande de bœuf. Bazoum redevint subitement un homme ordinaire. Dès qu'on a débranché, on a juste débranché Bazoum, débranché. Ce qu'il ne savait pas, c'est qu'il n'avait pas été régulièrement élu par les Nigériens et que sa chute laisserait les Nigériens à 37 degrés. 37. Un président tombe, il n'y a même pas un soulèvement populaire. Rien. Il y a eu 2 tondus, 3 pelés qui ont tenté de sortir. C'est même la population qui est sortie pour leur caresser les fesses. Ils ont couru. Ils sont rentrés à la maison. Terminé. Bazoum se met à crier comme Ali Bongo. Make noise, make noise, make noise. On en veut au CNSP. On en veut au président Tchani. Parce que le débranchement de Bazoum a été l'humiliation même des services de renseignement occidentaux. Paris, Washington, Londres avaient promis à Bazoum que rien ne lui arriverait. Bazoum dormait sur ses 2 yeux, ses 2 oreilles. Je ne sais pas comment il faisait. Il utilisait un oreiller sans doute contournant sa tête. Bazoum, mais il ronflait bruyamment. Même à, je ne sais pas, à 10 km, on entendait que Bazoum dort. Tellement le gars est sûr. Tu as déjà vu, il y a les gens, leur manière de dormir et de ronfler là prouve que il ne craint rien. Donc, ni la DGSE française, ni la CIA, ni la CIA américaine, ni Scotland Yard n'ont vu Bazoum tomber. Il est tombé bouillard. Il dit, comment ça? Il n'y a rien, qu'est-ce qui s'est passé? Terminé. Et eux, il faut savoir que les impérialistes occidentaux sont profondément rancuniers. Si toi, tu as fait tomber leur poulain un jour, sache que pour eux, c'est un devoir de te nuire jusqu'au dernier jour de ta vie. Et ça, le président Abdourahmane Tchani l'a bien compris. Ce qu'ils ne savent pas aussi, c'est que les Sahéliens ont la rancune tenace. Oui! Ça, c'est un mot que j'ai entendu partout au Sahel. Quand je cause avec les grands Sahéliens, là, j'entends toujours l'un d'entre eux me dire ce que les Occidentaux ne savent pas, c'est que nous sommes des peuples de mémoire. Et nous avons la rancune tenace. Si tu nous as fait un truc indigne, tant pis pour toi si toi tu oublies. Nous, on n'oublie pas. Oui, oui, au Sahel, ce sont des peuples qui sont multimillénaires. Et ce sont des peuples qui ont une tradition de la mémoire, qui se transmet sous forme orale, écrite, sous forme de stèles et de monuments, depuis plusieurs générations. On ne leur chie pas en vain dessus. On le regrette. C'est la 3e raison. L'humiliation tactique et stratégique du renseignement impérialiste et néocolonialiste français et occidental par la chute de Bazoum. S'il leur est resté en travers de la gorge. Maintenant, on passe à la 4e et avant-dernière raison pour laquelle on s'acharne contre le Niger. Le Niger est un pays de plus d'1 million de kilomètres carrés. Les gens n'ont pas calculé le Niger, hein, parce que comme ils ont pris l'habitude de mal représenter l'Afrique sur la map monde, sur la carte de la Terre, c'est comme ça qu'ils ont pris l'habitude de mal calculer la taille des pays africains. Le Niger là est gros comme ça. Oh. On a des pays là en Afrique. Hein. Regardez bien la RDC. Si vous n'avez pas peur de la taille de la RDC, c'est que vous n'êtes pas cultivé en géographie. Regardez le Niger. Regardez le Mali. Regardez le Tchad. Si vous regardez l'ancien Soudan, quand il n'était pas encore divisé par les Occidentaux, en Soudan du Nord et en Soudan du Sud, regardez, malgré la balkanisation de l'Afrique, il y a des États en Afrique. Hein. Toi-même, quand tu vois sa taille, tu dis, faut aller doucement avec eux. Alors, l'erreur qu'ils ont commise concernant le Niger, c'est d'avoir sous-estimé son importance géopolitique et géostratégique. Et je vous donne un domaine dans lequel ils ont sous-estimé le Niger. Ils n'ont pas vu que la plupart des aéronefs qui doivent se rendre en Afrique, de l'Ouest, ou qui doivent se rendre en Afrique centrale, en partant des États-Unis, ou en partant de l'Europe, ou en partant du Moyen-Orient, sont obligés de passer par le Niger.
Oui. C'est-à-dire que quand ils prenaient des décisions sur le Niger, là, oh, c'est pas possible. Ça fait pitié. Quand ils prenaient des décisions sur le Niger, ils n'avaient pas regardé la taille du Niger. Ils ne savaient pas ce que le Niger pouvait faire de sa taille. Parce que parfois, il y a des gens qui te menacent parce qu'ils sont habitués à te voir quand tu es assis. C'est quand tu te lèves qu'ils disent que, hein? Le type s'il était grand et costaud comme ça. Le Niger était assis. On le cherche. Le Niger n'était pas encore debout. Il était juste assis. Le Niger était assis, hein? Voici qu'il faut que Air France vienne desservir le Nigeria. C'est là que Air France se rend compte que, oh, purée, ça perd l'hypopète. Un détour qui nous obligerait à ne pas passer par le Niger, ça veut dire 2000 km de plus. Oh putain, les prix des billets d'avion vont exploser. Hey! Voici British Airways qui veut desservir Lagos ou Abuja au Niger. Ah, oh, fuck. Oh, gosh, we're in trouble. Voici les compagnies belges, les compagnies espagnoles. Tout le monde veut descendre en Afrique. On se rend compte que le vieux Niger est assis sur son caillou et avec son gourdin. Au quartier de Bepanda à Douala, il y avait un papa qui était très fort au jeu de dames, au damier. On l'appelait Papa Coco. Béni soit-il. Papa Coco était tellement fort au jeu de dames que quand tu commençais un match avec lui, il te montrait l'endroit où il va tuer tous tes pions. Il te montrait là, dans son propre terrain. Il dit, Kwandi Galen, ambassade, ça dit que tu vas seulement tomber ici. C'est ici que tu vas finir. Et tu pouvais essayer de manœuvrer le match de jeu de dames comme tu veux avec Papa Coco. Il finissait tes pions à l'endroit qu'il t'a dit. Parce que ta manière de commencer, le renseignait déjà sur sa manière de te finir. Le Niger, c'est Papa Coco. Le vieux Niger s'est assis comme ça. Les esprits réincarnés qui dirigent le Niger. Les gars là se sont assis comme ça, ils ont dit que bon, on va donc se lever. Parce que le Niger était assis. Les gens pensaient que c'était petit, il était petit. Le Niger s'est levé. Vous savez comment le Niger s'est levé? Il a négocié et obtenu le renseignement satellitaire avec la Russie. Donc le Niger a en temps réel, les informations sur tous les mouvements qui se déploient sur son sol. Donc il a les mêmes informations, il a des informations comme les États-Unis ont des informations, comme la France a des informations, comme les terroristes qui sont armés par l'OTAN ont des informations. D'accord? Le Niger a les mêmes informations. C'est-à-dire, le système de la surveillance satellitaire, là, c'est tu me vois, je te vois, on se voit. Comme on dit à Abidjan, tu me dindin, je te dindin, et on se dindin. C'est ça, là-bas, dans le ciel. Il n'y a pas le grand frère de quelqu'un. Chacun voit chacun. C'est face to face. Voilà d'ailleurs le Niger qui se lève. Hein. Le Niger a pris de la hauteur. Il n'a pas pris de la hauteur simplement au sens symbolique. Il a pris de la hauteur au sens géographique, géophysique, astronomique. Le Niger est monté dans les satellites. Il est monté dans le ciel à travers les satellites russes. Et le Niger s'est donc mis à reprendre le contrôle du ciel du Niger. Deuxième élément. Le Niger a pris quelques-unes de ses matières premières. Il les a vendues au prix réel du marché. Et il a acheté des systèmes de défense sol-air. Vous savez ce qu'on appelle un système de défense sol-air? C'est un système de défense qui, ayant un renseignement satellitaire, sur un avion, un aéronef non autorisé qui entre dans son espace, déclenche une charge de munitions pour aller rencontrer cet aéronef. Tu as compris? Au joie, il y a énorme longueur. Nyabou mamé, alamawe zoni, osengi boam. Système de défense sol-air. Ce sont maintenant des systèmes qui sont connectés au satellite. Le satellite te donne la position d'un aéronef qui n'a pas le droit d'entrer dans ton sol. Depuis le sol, là, tu programmes un missile pour aller lui dire bonjour. Il est venu dans ton sol sans autorisation, non? Tu n'as pas autorisé qu'il entre, non? Ton missile lui dit bonjour. Ça fait un de moins. À partir du moment où les impérialistes occidentaux ont su que le Niger avait le renseignement satellitaire direct et que le Niger s'était doté de systèmes de défense sol-air, ils se sont mis à contourner. Quand ils ont provoqué le Niger, ils ont mis les embargos. Le Niger a mis les contre-embargos. Ils se sont mis à contourner
l'immense Niger pour descendre en Afrique de l'Ouest, l'immense Niger pour descendre en Afrique centrale. Quand les impérialistes et leurs compagnies se sont mis à compter les dépenses en carburant, l'augmentation vertigineuse du prix du transport des personnes et des biens dans ces conditions, on entendit de Washington à Paris une chanson montée que vous connaissez. Vous savez la chanson qui montait. Écrivez le titre qu'ils ont chanté de Paris à Washington quand le Niger leur a interdit son espace aérien. Même le Nigeria qui parlait fort fort, là, il ne savait pas que le Niger est juste au-dessus de lui. Et que ces aéronefs, oh, vous faites embargo sur le Niger, vous ne voyez pas que le Niger peut dire que bon, désormais, quand tu décolles au Nigeria, va dans l'océan Atlantique là-bas, avant de remonter en Europe. Je ne veux pas te voir sur mon ciel. Quelle est la chanson? Ah là, tout le monde connaît la chanson. Kasongo ye, Mobali nangai, Kasongo mbona weo, Songa libala, ombo ye. Kasongo mbona weo, Mobali nangai. Ils ont chanté ça de Washington à Berlin, à Paris, partout. Et maintenant, je viens à la 5e et dernière raison, certaine pour laquelle ils s'acharnent contre le Niger. Bon, écoutez, ils s'acharnent contre le Niger parce que le Niger est entré dans la grande alliance des États du Sahel qui risque de déclencher la libération totale de l'Afrique subsaharienne. L'alliance des États du Sahel que vous voyez là, elle n'est pas utile seulement pour l'Afrique de l'Ouest. Elle montre le chemin à l'Afrique centrale et à l'Afrique australe. Le succès de l'Alliance des États du Sahel fait et fera tache d'huile sur l'Afrique centrale et sur l'Afrique australe. C'est sur le modèle de l'Alliance des États du Sahel que nous allons construire l'Alliance panafricaine d'Afrique centrale. L'Alliance des peuples d'Afrique centrale, APAC, qui arrive. Partout où d'authentiques panafricanistes révolutionnaires vont prendre le pouvoir en Afrique centrale, et ils vont constituer une alliance comparable à l'Alliance des États du Sahel, AES. Nous, lions et lions indomptables de la libération panafricaine du Cameroun, nous nous engageons, en arrivant au pouvoir au Cameroun, à engager le peuple camerounais dans la construction de la PAC, Alliance panafricaine, Alliance des peuples d'Afrique centrale, qui sera une alliée ipso facto de l'Alliance des États du Sahel. Il est donc important d'empêcher le Niger, d'empêcher le Burkina Faso, d'empêcher le Mali. Mais ce n'est pas seulement pour que l'Afrique de l'Ouest ne soit pas libre. C'est pour que l'Afrique centrale ne soit pas libre. Parce que ce qui a tué Makloklo est ce qui tue Maklakla. Ce qui peut libérer Makloklo est exactement ce qui peut libérer Maklakla. Les impérialistes sont déçus de l'excès de solidarité, d'entente, d'union qu'il y a entre les présidents Tiani, Goïta et Traoré. Les impérialistes auraient espéré que des rivalités se signalassent entre ces trois pays, étoiles polaires de notre émancipation. Les impérialistes rêvaient d'une querelle fraternelle entre le Mali, le Burkina Faso et le Niger. Les impérialistes auraient bien voulu instrumentaliser les ethnies pour provoquer une ambiance de guerre génocidaire. Ça n'a pas marché. Instrumentaliser les micro-nationalismes héritiers des frontières coloniales pour engendrer une ambiance de rivalité déloyale. Ça n'a pas marché. Ils auraient bien voulu provoquer des crises financières, des crises économiques incroyables. Le Niger, le Mali, le Burkina sont capables de payer sans passer par le franc CFA. Ça n'a pas marché. Donc maintenant, l'impérialisme jette son va-tout. Il déclenche la guerre totale contre l'Alliance des États du Sahel parce que si d'ici décembre, avec la Banque centrale du Sahel qui est déjà créée, la monnaie sahélienne est créée, ça va donc être l'effondrement du deuxième grand compartiment de la domination néocolonialiste française en Afrique, le franc CFA. Si le franc CFA s'effondre en Afrique de l'Ouest, il s'effondre dans la foulée en Afrique centrale. Pour empêcher cela, il faut donc étouffer par tous les moyens possibles le Mali, le Burkina Faso et le Niger. Voilà pourquoi des
attaques en stratégie encerclées vont se reproduire jusqu'à ce qu'il n'ait plus de personnel militaire. Parce qu'actuellement, ils sont en train d'épuiser leur personnel militaire. Les impérialistes sont en train d'épuiser leurs réserves en personnel militaire. Ils seront bientôt obligés de faire venir des troupes, arabes du Moyen-Orient. De faire venir des troupes arabes d'Afrique du Nord. Parce que le personnel africain, subsaharien, des groupes terroristes, il est en train de se vider. Plusieurs chefs de groupes terroristes, originaires d'Afrique noire, sont en train d'aller remettre les armes eux-mêmes. Eux-mêmes, ils s'en vont en prison. Ils disent qu'il vaut mieux être en prison vivant que d'être là, dans le Sahel, en train d'affronter l'armée de l'AES. C'est une succession de désertions en masse que l'on observe désormais dans le recrutement des terroristes. Pourquoi? Parce que les Africains subsahariens qui ont été recrutés dans ces groupes reconnaissent désormais la suprématie militaire des armées du Sahel, les armées maliennes, burkinabè et nigériennes. À partir du moment où les combattants mercenaires de l'impérialisme occidental qui sont sur le terrain reconnaissent la suprématie militaire des armées nationales, le moral chez eux est très bas. Le moral est dans les chaussettes. Les images qui se succèdent après leur déculotté sont en contradiction totale avec la propagande de Serge Daniel Bobo Hundada, le hibou de Dakar, ou de Wassim Nasr, le grand propagandiste du terrorisme au Sahel. Pendant que Serge Daniel Bobo Hundada et Wassim Nasr s'époumonent à présenter sur France 24, RFI, l'AFP, TV5, Le Monde et consorts les attaques terroristes comme étant un succès continental, le continent tout entier contemple les groupes terroristes taillés en pièces. Nous voyons leurs armes, nous voyons leurs motos, nous voyons leurs restes humains déchiquetés. Et nous voyons les chefs de groupes terroristes se rendre par grappes entières, rejoindre l'ordre républicain. Car, non pas qu'ils ont été convertis à l'amour de la vérité et de la justice, mais c'est leur instinct de survie qui parle désormais. Car choisir une carrière de terroriste, c'est choisir une vie brève au Sahel. Si tu choisis une carrière de terroriste au Sahel, tu as choisi d'avoir une vie très brève. Avant, tu pouvais avoir une carrière de terroriste et avec une longue vie. Pourquoi? Parce que ce sont les terroristes qui contrôlaient la plupart de nos pays et la plupart de nos armées. Les terroristes en col blanc, c'est-à-dire les valets du néocolonialisme français et de l'impérialisme occidental. Dans tout pays où, au palais présidentiel, se trouve un serviteur de la nation, un leader au service de son peuple, les terroristes commencent à avoir une espérance de vie qui n'est pas plus longue que celle d'une mouche. J'ai regardé un peu le cycle de la mouche. La mouche vit 11 jours. Et si vous regardez bien la cadence à laquelle les terroristes sont en train d'être écrasés, vous conviendrez avec moi que l'engagement dans une carrière de terroriste ramène l'espérance de vie de l'individu qui s'y engage à la durée entière de la vie d'une mouche. Tu commences les actions terroristes, dans les 10 jours qui suivent le début de ta carrière, tu as été envoyé ad patres. Tu n'as pas vécu ta carrière de terroriste plus longtemps qu'une mouche ne vit sur la terre. Et tu meurs pour une cause indigne. Tu meurs en t'attaquant à ton peuple. Tu meurs en tentant d'assassiner des innocents pour des intérêts incompatibles avec ta famille, tes enfants, ton pays, incompatibles envers les valeurs morales qu'on peut considérer comme les valeurs d'humanité. La vérité, la justice, la solidarité, la charité humaine. Quand on doit mourir, il vaut mieux mourir pour une bonne cause, afin de participer, par la grâce du Tout-Puissant, à une vie illimitée supérieure. Comme le disait mon homonyme Franklin Bukaka, tous les êtres humains finissent par mourir. Tout homme finit par mourir un jour. Mais toutes les morts n'ont pas la même signification. Une mort de terroriste est une mort infructueuse, une mort stérile, une mort qui en réalité est au service de la mort. Alors qu'une mort de héros, une mort de défenseur de la patrie, une mort de serviteur du bien commun
est une mort au service de la vie. C'est une mort qui ouvre le chemin de l'amour illimité du maître absolu de la création. Donc, tous les hommes finissent par mourir un jour, mais toutes les morts n'ont pas la même signification, comme le disait mon excellent et brillantissime homonyme, Bukaka Franklin. Voilà, mes chers amis, les 5 raisons pour lesquelles on s'acharne contre notre patrie nigérienne, notre terre africaine du Niger. Et justement, c'est pour ces raisons même que nous nous mobilisons comme un seul homme pour soutenir tous les peuples africains assaillis et le peuple nigérien en particulier. Comment soutenir le Niger?